Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct du Movinon Summit, le sommet mondial de la mobilité durable. Et ce matin, je reçois François Daven. Bonjour François Daven. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association internationale des chemins de fer. Après un an de pandémie, on a envie de vous demander où en est l'activité de votre secteur. Est-ce que ça repart enfin avec la vaccination et la réouverture progressive du marché ? Je crois que c'est en train de repartir. En Europe, c'est extrêmement net. On voit que les trains se remplissent. C'est en train de repartir. Donc évidemment, le secteur a été énormément impacté par cette pandémie, donc avec des baisses de trafic sur le voyageur qui ont pu atteindre 50 à 60% au plus fort de la crise. Donc en moyenne, je pense qu'on est autour d'une baisse de 30 à 40%, ça dépend un peu des opérateurs. Une des bonnes nouvelles, c'est que le fret a tenu, donc on a eu une légère baisse du fret, mais globalement, tout le monde s'est rendu compte que le fret ferroviaire était quelque chose d'important et que ça a aidé nos économies à tenir. Bon, les bonnes nouvelles viennent évidemment plutôt d'Asie, donc en Chine, le trafic a complètement repris, puisque la pandémie a été éradiquée. Donc ça peut peut-être dessiner un peu le futur. D'une certaine façon, le ferroviaire est un peu sauvé par le fait que le trafic international est finalement relativement marginal. On parle surtout de trafic national. Si on prend la carte européenne, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les pays ? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà plus en avance que d'autres ? Et où se situe la France ? Bon, je pense que si on regarde la carte européenne, il n'y a pas énormément finalement de différence entre la carte de la vaccination et la carte de la reprise du trafic. Donc chaque fois qu'on sort de confinement, effectivement, le trafic reprend. Donc je pense que la France est effectivement dans la bonne moyenne des autres pays européens. Il y a eu beaucoup de décisions politiques ces dernières semaines. La loi climat avec l'interdiction des vols à plus de 2h30. Il y a aussi le financement annoncé de futurs programmes de lignes à grande vitesse. Est-ce que vous sentez un contre-pied ou un changement dans la politique qui est menée ? Est-ce qu'on retrouve l'envie de train ? Je pense, oui. Je me souviens, quand je suis entré en fonction à l'UIC il y a 2 ans, j'étais extrêmement isolé à parler de report modal, notamment dans des sommets internationaux. Je me souviens d'un sommet aux Nations Unies, dans un événement où j'étais le seul à parler de report modal. Donc le report modal, ça revient. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'on était dans un état d'urgence. Quand on regarde les publications des Nations Unies, on est tous conscients qu'on a 10 ans pour changer les habitudes. Et je pense que la pandémie a eu finalement un effet positif, c'est de nous faire comprendre que les choses pouvaient être urgentes, que par exemple la façon dont on vivait la ville pouvait changer. Alors évidemment, de voir par exemple les rues de Paris complètement vidées de voitures, ça a fait réfléchir beaucoup de gens. Et donc je pense qu'on a un besoin de train, on a un besoin de ce mode de transport qui est extrêmement économique en carbone. Bon, je rappelle que le train c'est 8% au niveau européen des déplacements, mais c'est 0,4% des émissions de carbone. Donc tout ce qui tend à substituer du train ou du transport public, je mets également le transport public là-dedans, notamment le transport local, tend à atteindre les objectifs climat. Et je pense que c'est cette conviction qui fait qu'on a un changement systémique en fait, des acteurs politiques. Et je pense que c'est une excellente chose. Et la France avait arrêté la politique du tout TGV, alors que c'est le moteur financier de la SNCF. Et on a l'impression qu'on redonne des gages au TGV. C'est un nouveau départ. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau départ, mais je pense que c'est une reconnaissance de l'aspect systémique de la chose. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Si on se dit qu'il faut qu'on ait moins de liaisons aériennes entre 800 et 1000 km, c'est clair qu'on doit développer le TGV. Mais le TGV, pour moi, et dont on voit les différents rapports, c'est plus une ligne TGV entre un point A et un point B, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on interconnecte toutes ces sortes de mobilités pour aller vers une idée qui est toujours un peu dérangeante, mais effectivement une certaine frugalité énergétique. Donc, comment on fait rapidement pour baisser nos consommations, sans pour autant empêcher la mobilité, empêcher la liberté de déplacement. La SNCF vient de présenter cette semaine une nouvelle grille tarifaire. En quoi le prix est un facteur déterminant et est-ce qu'il faut tout faire pour faire baisser cette image de train qui est cher ? Bon, ça, c'est la politique tarifaire de la SNCF, mais je pense qu'effectivement, ce qui est important et ce qui est un peu symbolique dans la décision de la SNCF, c'est de commencer à installer les lignes TGV comme ce qu'on appelle en bon français le backbone de la mobilité.
Et c'est clair que si on veut être la colonne vertébrale, l'épine dorsale du transport, il faut qu'on soit abordable. C'est pas possible de se dire qu'en situation un peu tendue, on va se retrouver avec des prix extrêmement élevés. Donc je pense que c'est cette prise de conscience qu'il va falloir gérer un véritable système de transport. On serait toujours fait à la SNCF, mais je pense que là, il y a une vraie prise de conscience. Où on en est de la concurrence? Parce qu'on a beaucoup parlé, alors il y a deux volets, il y a le transport subventionné et il y a les grandes lignes. Sur les grandes lignes, on attendait des concurrents dès cette année, ils ne sont pas là. Je pense que pour rentrer dans un marché en temps de pandémie, c'est un peu compliqué. Donc attendons que les marges des entreprises se soient un petit peu reconstituées. Mais je pense que la concurrence est là. On voit que dans les pays qui l'ont mis en œuvre, j'allais dire de façon un peu sérieuse, notamment en Italie, ça a eu des effets extrêmement positifs, notamment sur le trafic de TGV, qui a cru à la fois pour le nouvel opérateur et pour l'opérateur historique. Donc attendons ce qui va se passer en France. Mais moi, je pense qu'il y a eu un changement de mentalité, c'est-à-dire que tout le monde comprend maintenant qu'il y a un réseau européen. À l'intérieur de ce réseau européen, il va y avoir différents opérateurs. Et je pense que ce qui a réussi, par exemple pour les télécoms, va également réussir pour le secteur ferroviaire. On pourrait avoir 2, 3 donc, opérateurs différents, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est effectivement la question qui reste centrale pour ça, c'est est-ce qu'on a suffisamment de capacité dans l'infrastructure. Donc, la question centrale, encore une fois, c'est la capacité et les infrastructures. Alors je distingue les deux parce que, notamment avec tous les efforts des programmes de recherche sur la digitalisation, tous ces investissements sont faits pour, à infrastructure constante, augmenter la capacité de 20 à 30%. Et ça, c'est vraiment le futur. On a vu le Premier ministre inaugurer la réouverture d'un train de nuit entre Paris et Nice il y a une dizaine de jours. Est-ce que c'est un mode de transport qui a de l'avenir ou ça reste une niche? Pour reprendre l'expression d'un ancien ministre des Transports, y a-t-il plus de croyants que de pratiquants? C'est une bonne question. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, notamment en Autriche, il y a eu un développement des trains de nuit, qui est un développement rentable. Nightjet d'OBB. Exactement. Donc, il y a un marché. Et je pense que ce qui est important de comprendre, au fond de toutes ces évolutions des transports, c'est que je pense qu'il y a un rapport au temps qui est en train de changer. C'est-à-dire que les gens sont en train de se dire, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille extrêmement vite pour être le soir à tel point du territoire? Est-ce que je ne peux pas prendre un peu plus de temps et finalement avoir un comportement qui est plus vertueux? Donc les trains de nuit, c'est un petit peu ça. Alors évidemment, il y a une équation économique qui est extrêmement difficile. Donc quand on discute avec les Autrichiens, on s'aperçoit qu'ils ont fait une optimisation absolument remarquable. Bon. Au-delà de l'équation économique, qui à mon avis existe, il y a un avenir pour les trains de nuit, mais encore une fois, c'est un changement de mentalité. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un changement de mentalité. Merci François Daven, merci à tous, bonne journée, à très bientôt. Merci.